BFM Business. Culture Pub avec Aurélie Blonde et Julien Mielcarrec. Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur BFM Business pour cette toute nouvelle version de Culture Pub. Salut Aurélie. Salut Julien. Et au sommaire cette semaine, le scandale Volkswagen ou l'histoire de l'arroseur arrosé. Alors que le groupe a bâti sa marque sur un message de confiance et de vérité, c'est toute sa communication qui s'effondre. Alors comment rebondir après un tel scandale? Quel discours adopter maintenant? On verra ça dans le dossier de la semaine. En attendant, la voiture sans chauffeur Smart vous simplifie la vie en faisant les créneaux à votre place, enfin presque. Bon ou mauvais coup de com', à vous de vous faire un avis dans un instant. On découvrira également tous les spots qu'il fallait absolument voir cette semaine. Et puis notre enquête, la bataille des smartphones et ses nouveaux records de vente pour le dernier iPhone. Peut-être la preuve que les milliards de dollars investis par Samsung en communication ne changent finalement pas grand-chose. Et pourtant, vous allez voir, le constructeur sud-coréen fait tout pour se faire remarquer. C'est une enquête signée David Doba. Guerre des brevets, guerre des produits et même guerre publicitaire. Depuis quelques années entre Apple et Samsung, il y a, comme qui dirait, de la friture sur la ligne. Stream, go, start, can't, not, handle. Résultat, si longtemps les deux constructeurs ne se sont parlé que par avocat interposé, depuis 2009, le géant sud-coréen fait de chacun de ses spots un grand numéro. En clair, dans le domaine de la communication, la marque est loin d'avoir déclaré forfait. The next big thing is already here, the Samsung Galaxy S3. Pour ce faire, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne lésine pas sur les moyens. Avec près de 14 milliards de dollars dépensés en marketing en 2013, Samsung prouve, s'il le fallait, qu'elle souhaite avant tout se faire entendre. Et si dans un premier temps, elle s'est contentée d'apporter une réponse très produit aux nouveautés présentées lors des fameuses keynotes de son concurrent, This is the all-new Samsung Galaxy S5. Filled with innovations that make everyday moments better. Samsung a depuis pris le parti de tourner en dérision les moindres innovations de la marque à la pomme, comme dans ce spot de 2014, dans lequel elle revient sur le pépin que tous les utilisateurs d'iPhone ont connu un jour ou l'autre, à savoir l'autonomie de la batterie. Des utilisateurs qui se voient donc assimilés à de simples raseurs de murs, à la recherche de la moindre prise. There they are. Hey. Clustered around power outlets, near the recycling bins. Did you jiggle it? Stained carpeting and bathrooms. Tethered to the wall. Oh, come on. Denied the freedom to enjoy even the most basic things. Like grabbing a drink, or sharing a laugh with your coworkers, or sitting with someone you know. Says the new iPhone's coming out soon. Hope it has a better battery. Totally. You're stuck here until your battery says so. Really? Ravi de son petit effet, Samsung s'est rappelé en juin dernier à l'occasion de la sortie d'un nouveau modèle au bon vieux souvenir d'Apple à travers un spot tout aussi efficace, spot dans lequel chacun peut se reconnaître en fâcheuse posture en train d'essayer de brancher le fameux fil, non pas d'Ariane mais d'Apple. Here we go again. Another day shackled by wires. How long do we have to keep untangling for just a little taste of power? Who knew charging could be so draining? En bref, l'union sacrée entre les inconditionnels de Samsung et les fans d'Apple ne semble pas près de voir le jour. Excuse me. Would you mind moving your enormous phone? You mean the enormously awesome Galaxy? Search One Trick Pony. Aren't you a little young to have an iPhone? You want to go? iSheet, copy bots. Autocorrect this. Et au milieu de cette bataille rangée, certains pourraient bien en profiter pour faire parler d'eux. Preuve que le bonheur, c'est parfois simple comme un coup de fil. You think if they knew about the Nokia Lumia, they'd stop fighting all the time? I don't know. I think they kind of like fighting. The Windows Phone Nokia Lumia 920. Engadget's Reader's Choice Smartphone of the Year. Et selon une récente étude, Samsung reste le plus gros constructeur de smartphones et de mobiles dans le monde, 19% de part de marché. C'est devant Apple avec 10% des ventes. Et c'est François qui nous a retrouvés pour les beaucoup de com de la semaine. François, on démarre avec une idée plutôt originale. C'est signé Smart et ça se passe dans les rues de Lisbonne. Et oui, vous avez forcément déjà vécu cette scène, Aurélie, un créneau un peu compliqué que vous ratez une fois, puis deux. Du coup, vous commencez à bloquer toute la rue, les autres voitures vous klaxonnent, vous perdez vos moyens et vous finissez par abandonner en vous enfuyant le plus loin possible.
J'ai vécu. Moi aussi. Et donc, voilà, jamais Julien. Si ce cauchemar vous parle, j'ai une bonne nouvelle. Smart a trouvé la solution, ça s'appelle le Smart Effect. Regardez. Donc le Smart Effect, c'est une espèce d'intervention divine qui écarte les voitures de devant et de derrière et qui rend votre créneau forcément beaucoup moins compliqué. Alors la vérité est un peu moins mystique. Voilà, c'est un peu moins magique que vous pouvez le penser. Il s'agit d'un canular organisé par la marque allemande qui s'amusait à piéger des automobilistes dans les rues de Lisbonne en plein créneau. Donc concrètement, Smart a trafiqué 2 véhicules pour les rendre rétractables et les a garés dans les rues de la capitale portugaise en laissant une petite place serrée entre les deux et en attendant qu'un automobiliste vienne se frotter à ce créneau pour actionner le mécanisme. Et donc du coup, le but de l'affaire, vous l'avez bien compris, c'est pour rendre concrète la promesse de la marque avec une Smart, fini les galères de créneau. Gros boulot quand même. Gros boulot de mécano. Ouais. Mais à l'arrivée, c'est un carton puisque la vidéo a déjà été vue plus de 500 000 fois, donc c'est pas mal en à peine une semaine. Pas mal, c'est une bonne idée. C'est un bon exemple de ce qu'on aime appeler dans la com la publicité virale, c'est-à-dire la bonne idée qui va se diffuser sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, moi, l'histoire dont je voulais vous parler, je l'ai vu justement pas mal tourner sur les réseaux sociaux. Ça concerne James Bond. Vous savez, il va y avoir le nouveau James Bond Spectre au mois de novembre. J'ai vu une étude dans un journal anglais sur la consommation d'alcool des James Bond. Alors, on s'est rendu compte que depuis que c'est Daniel Craig, eh bien, il boit beaucoup plus d'alcool. Il boit une vingtaine de verres dans chaque épisode. C'est beaucoup plus que Sean Connery, par exemple. Le premier James Bond, il buvait 11 verres d'alcool. Pourquoi je vous parle de ça dans Culture Pub? C'est parce que justement, cette consommation d'alcool, c'est pas la personnalité de Daniel Craig. Non, on va pas dire que Daniel Craig est alcoolique ou pas. C'est juste que les sponsors de marques d'alcool se sont rendus compte que quand elles étaient dans un James Bond, eh ben, elles vendaient davantage d'alcool. Résultat, les scénarios sont parfois modifiés et Daniel Craig, depuis qu'il est dans James Bond, il boit beaucoup de gin. Et résultat, ça a fait augmenter la consommation de gin en Grande-Bretagne, plus 10%. Quoi, hein. Tout ça grâce ou à cause, je voulais juger, d'une marque d'alcool. Bon, pas mal. Pas mal. Bon, allez, moi, autre chose, hein, ça va être la petite touche féminine, mais c'est normal, je suis la seule femme. Donc, c'est un billet de 10 $ pour dénoncer les inégalités salariales. Alors, vous savez peut-être ou peut-être pas que les États-Unis vont changer leur billet de 10 $ et créer un nouveau billet en 2020. D'ici là, toutes les idées sont les bienvenues. Hein. On peut proposer, voter pour qu'il y ait un visage de femme. Et quelle femme sur ce billet? Il y a une agence qui a pensé au-delà du billet et de modifier le visage de la femme. Elle a proposé de modifier aussi la somme qui va avec. Alors je vais vous donner un exemple. Un billet de 10 $ aux États-Unis avec le visage d'une femme, ça vaudrait plus que 7,80 $ si c'est une femme américaine, puisque une femme aux États-Unis est payée en moyenne 78% du salaire d'un homme. 6,40 $ si c'est une afro-américaine, 5,40 $ pour une femme hispanique, etc. etc. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'il y a un vrai message, ça fonctionne bien, c'est bien fait et ça veut dire pour le gouvernement, bon bah au-delà de changer le visage, il y a autre chose derrière. Et puis c'est beaucoup plus efficace qu'un grand discours sur la place des femmes, etc. C'est pas mal. Ouais. Bon bah voilà. Je vote pour. Alors moi j'ai ma bonne idée préférée de cette semaine, c'est celle qu'a eu Netflix qui a inventé un bouton magique. Regardez, ça devrait vous plaire. Alors, ça se présente sous une forme assez simple, c'est un boîtier avec un gros bouton rouge, donc forcément on se demande que se passe-t-il quand on appuie sur ce bouton. Et bien il se passe pas mal de choses. Déjà, votre télé s'allume, Netflix se lance, les lumières de votre salon se tamisent et vous avez votre smartphone qui se met en mode silencieux et qui vous commande des sushis. Donc finalement un peu une manière pour la marque, voilà, une manière pour la marque de résumer en un objet et en un boîtier. Oui, c'est vraiment un truc. Et donc voilà, ça résume une soirée Netflix idéale finalement. Vous avez tout ce qui se met en place pour que vous passiez une super soirée. Alors vous allez me dire, je veux ce bouton. Moi personnellement, je veux ce bouton. J'ai malheureusement une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. La mauvaise, c'est qu'il va falloir que vous le fabriquiez tout seul. Parce que Netflix ne le commercialisera pas. Donc il n'existe pas ce bouton. Il existe si vous le fabriquez parce que Netflix met à disposition de tous ses utilisateurs un guide précis pour fabriquer étape par étape le bouton. D'accord, donc c'est pas tout de suite quand même. Oui, si on y arrive. Si on y arrive. On n'aura pas les petites pièces détachées. Il va falloir être un peu bon en fer à souder. D'accord. On précise quand même pour ceux qui ne connaissent pas Netflix que c'est un service qui permet de regarder des séries et des films directement chez soi. C'est plutôt bien pensé si on arrive à le construire. Voilà. Merci François. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, on va passer à ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Les nouveaux spots à l'étranger, c'est la review. La review, c'est un des temps forts de Culture Pub et on a évidemment une pensée particulière aujourd'hui pour le fondateur de cette émission, Christian Blachas. Pour commenter ces spots, cette semaine avec nous, Bruno Talent. Vous êtes le président de la célèbre agence McCann France, longue carrière dans la pub. On vous décrit souvent comme un pubard
entrepreneur. Et avec nous également Marcel Botton, auteur de nombreux ouvrages sur les marques. Vous conseillez d'ailleurs des entreprises dans la bonne recherche du bon nom de marque. Alors on a sélectionné 4 spots pour vous cette semaine. Vous pouvez les découvrir en même temps évidemment si vous nous suivez à la télé ou alors vous connectez sur culturepub.fr. Allez, on démarre par le dernier spot Pepsi. Un joueur de football américain, Marshawn Lynch, visiblement très connu aux États-Unis. Il est surtout réputé pour ne pas être bavard. Du coup, il a accepté d'être le nouveau porte-parole de Pepsi, mais à la seule condition de ne pas parler. Donc un peu plus compliqué, vous allez voir dans ce spot. Il affirme avec une voix étrangement féminine que tenir la conversation, c'est pas son truc. Il a juste accepté de bouger les lèvres. À côté de lui, c'est une jeune femme qui parle jusqu'au moment où il va boire la boisson Pepsi. Et là, il va parler. Regardez. When Pepsi approached me about being their spokesman, I said, I don't know. I don't really like to speak. So they said, well, Pepsi's all about trying something new. Give it a shot. So I said, okay, as long as I don't have to speak. And they said, okay, would you at least move your lips? Glug, 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 glug. Speech mode, boss. Voilà donc pour Pepsi, Bruno Talon, ce nouveau porte-parole de Pepsi, il est vraiment pris à contre-emploi là. Complètement à contre-emploi, mais enfin, c'est très intelligent. Donc c'est un garçon qui est un footballeur américain très réputé, qui a gagné le Super Bowl et qui ne répond jamais à aucune interview. Mais ça c'est vrai, il est vraiment, c'est la réputation qu'il a, il ne parle pas. Il répond à aucune interview et il a une phrase qui est assez célèbre, il dit toujours Beast Mode, boss. Donc c'est-à-dire il est en mode bête, c'est-à-dire qu'il joue et son sujet c'est pas de parler. Et là il est complètement pris en contre-emploi. Donc à la fois il y a une première surprise, c'est que c'est pas lui qui parle, c'est pas sa voix. Donc c'est la jeune personne qui est aussi célèbre aux États-Unis qui parle à sa place. Et puis à la fin, c'est quand même un message de publicité. Il goûte le produit et surtout, il accepte l'autodérision. On a souvent coutume de dire en France que les stars françaises ne veulent pas se moquer de leur image. Ça, c'est aussi une spécificité ou pas ? Oui, il va assez loin dans l'autodérision. En plus, j'ajouterai un petit détail, c'est qu'il a finalement été obligé de s'exprimer puisqu'il était mis à l'amende. Et alors du coup, à chaque fois qu'il était interviewé, il disait tout ce que je peux vous dire, c'est que si je parle pas, j'ai une amende. Donc c'était tout ce qu'il trouvait à déclarer. Et là, il a accepté de parler tout en jouant sur cette ambiguïté. Et il termine effectivement par speech mode boss, qui prononce boss d'ailleurs à l'afro-américaine. Et ce qui veut dire, par analogie avec Beast Mode. Beast Mode, donc ça veut dire que là il va parler, donc c'est l'effet du produit, c'est la stratégie Pepsi depuis des années. Ça s'adresse à qui? Aux jeunes toujours? C'est le football, la musique, on a l'impression que Pepsi communique toujours un peu avec surtout sur le football, des icônes. Sur les jeunes. Oui, à mon avis, ça cible les jeunes et ça cible les Afro-Américains, puisqu'il a cet accent afro-américain, puis qu'il est afro-américain aussi, tout simplement. Et puis cette autodérision, alors c'est un peu du jargon californien aussi, on voit qu'on est plutôt sur la côte ouest. C'est toujours efficace de communiquer avec une star ou pas? Ça fonctionne toujours assez bien. En tout cas, ça fonctionne toujours très bien pour être revu, pour être repéré, pour être entendu. Après, ça dépend ce qu'on lui fait dire, ça dépend comment on l'utilise. Ça explose les budgets, ça prend une partie importante des budgets. On va découvrir un autre spot qui pourrait se résumer par une philosophie. On peut tous changer le monde. C'est un peu le résumé de cette pub pour Schneider Electric. Avec un exemple précis, regardez cet ingénieur dans un hôpital. Thanks to Schneider Electric, you can now have your entire healthcare infrastructure at your fingertips. Excuse me, I'm looking for a patient. I'm sorry, I don't know. I'm just the electrical engineer. What? You're just the electrical engineer? Just the electrical engineer? Do you not remember the city blackout 6 months ago? All you need is more water, water. More water, yes. All you need is more water. This is breaking news just in. The government has announced the discovery of a giant asteroid on collision course with Earth. However, they are urging the global community not to panic as a team of specialists is working on a solution as we speak.
President? That's it! So, you still believe you're just the electrical engineer? No. No! I am the electrical engineer! Le principe de l'effet papillon, cette pub, elle nous a tous amusés autour de la table. Schneider Electric, c'est pour les professionnels. C'est un peu comment rendre fun un sujet qui est assez chiant, en fait, les infrastructures dans les boîtes. C'est un peu tout le marché du business to business, hein, où effectivement, en général, on avait plutôt l'habitude de voir le B2B, comme on dit. B2B, comme on dit. Donc, effectivement, c'est plutôt des pubs qu'on voyait dans les journaux de presse spécialisés qui parlaient directement aux acheteurs. Là, finalement, c'est parler au grand public, aux utilisateurs, en mettant en scène Dans quel la but, cible. du coup, de faire parler de sa marque au-delà de ses clients directs? Il y a toujours un effet quand on communique, quand le B2B communique aux consommateurs, ça remonte toujours quand même au business, puisqu'ils en entendent parler. Parce que le professionnel peut dire c'est une installation Schneider Electric et que le consommateur final dit je connais. Mais maintenant, pour revenir sur le film, oui, ouais, excusez-moi. dans le B2B, ça veut dire qu'on peut être aussi très créatif. On a l'image de quelque chose d'un peu institutionnel. Là, c'est la preuve qu'avec c'est un film, c'est un court métrage. C'est ce qui rend ce film intéressant. Je pense que c'est justement ça, c'est qu'on a un ton B2C, effectivement, business to consumer. Maintenant, j'adore les pubs qui racontent des histoires, c'est le cas. Maintenant, l'histoire, elle est un peu compliquée quand même. Oui. Donc, je pense qu'il faut voir le spot plusieurs fois pour bien comprendre tout ce qui se passe. Ça, c'est peut-être une légère critique. Moi, je pense que ça, pour le coup, je pense que c'est un boulot remarquable et c'est presque un double cocorico parce que d'abord, c'est une très grande entreprise française qui est totalement internationale et qui a un succès remarquable au niveau mondial. Et c'est une agence française qui l'a fait. Je pense qu'il faut s'en féliciter. On peut le souligner. Il faut s'en féliciter. Et oui, c'est aussi une campagne et un film qui est un peu dans la grande tradition actuelle du storytelling, d'écrire des films plus comme des scénarios de marque, des scénarios publicitaires que... Oui, ce que disait Aurélie, voilà, un petit court-métrage d'ailleurs, il dure 2 minutes. D'ailleurs, c'est un film, mais c'est diffusé sur Internet. Voilà, c'est un peu toute cette tendance, on le met sur YouTube, on le fait voir, on crée le buzz, et puis après... on espère que ça se diffuse. Et peut-être que ça fera un 30 secondes un jour à la télé ou au cinéma. Allez, on va passer à Nike avec la saison des marathons qui démarre. Le groupe lance une nouvelle campagne pour encourager les coureurs à persévérer. Alors c'est la fin d'un marathon, visiblement les premiers sont arrivés depuis longtemps. On voit les derniers marathoniens traverser des rues quasi désertes, vous allez voir. If you look up the word marathon, it will tell you that the first person who ran 26.2 miles died. He died. And he was a runner. You are not a runner. You are especially not a marathon runner. But at the end of this, you will be. Voilà, Just Do It. On peut dire, Bruno Talon, qu'avec cette campagne, Nike est fidèle à son ADN, hein, les valeurs de persévérance. Tout à fait, c'est dans la droite lignée des décennies de communication autour du thématique du Just Do It et dépassement de soi. Sauf que là, on est vraiment dans l'étape où on met en avant l'individu et donc on n'est plus sur la mise en scène de la performance de l'athlète professionnel, mais on est sur l'incitation à chaque individu de se dépasser soi-même dans un effort sportif. Le risque, c'est quoi avec ce genre de message, d'être un peu bien pensant, dégoulinant parfois, c'est le risque? Non, à mon avis, on n'est pas bien pensant du tout. On est au contraire très transgressif parce que elle dit quand même, ah bah oui, elle dit quand même, le premier il est mort. Puis après elle dit allez-y. C'est quand même un message assez incroyable.
C'est le plus gros dépassement de soi, c'est se dépasser au-delà de jusqu'à mettre en péril sa santé et sa vie. C'est puissant, c'est transgressif. Marcel Boton, sur le Just Do It, Aurélie le disait, enfin, ça fait des décennies, c'est une performance, ça aussi, une marque qui arrive à rester fidèle à cette signature. Moi, je crois, et comme beaucoup de mes confrères, que c'est la persévérance, mais pas seulement sportive, la persévérance dans la communication est absolument essentielle. La très grande communication, c'est des messages qui durent depuis 10, 20, 30 ans. La grande intelligence de Nike, c'est d'être resté fidèle à sa stratégie du Just Do It et de l'exécuter à travers des créations publicitaires qui changent un peu en fonction des temps et d'adapter son message. Et effectivement, de jamais lasser, mais tout en traçant la même route et en restant fidèle à sa stratégie du Just Do It. Mais là, on est vraiment dans la stratégie actuelle qui est collée à ce qu'on appelle un insight dans notre métier, qui est un peu la pensée, la vérité du consommateur, qui est aujourd'hui, si vous courez, si vous faites un acte sportif, votre plus grand défi, c'est d'aller... Et on s'éloigne complètement du côté technique. On est vraiment au-delà du côté technique. On est au service de l'individu, de l'athlète individuel, le plus amateur soit-il. Bruno Talent et Marcel Boton, merci d'être venus débriefer les spots qu'il ne fallait pas rater cette semaine et qu'on retrouve donc sur culturepub.fr. On vous retrouvera évidemment régulièrement dans cette émission. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. C'est le groupe au cœur du scandale. Volkswagen, une marque qui s'est construite sur le sérieux, la qualité allemande, avec cette affaire des tests anti-pollution. C'est toute la communication du constructeur qui s'effondre. Le groupe va donc devoir reprendre la main, sans doute repenser toute sa com. Impossible de garder ce qui a fait le succès de ses pubs. 60 ans de messages publicitaires basés sur l'humour et la transparence. La saga Volkswagen, David Doba. Jusqu'à maintenant, pour tous ceux qui s'intéressaient de près ou de loin à l'automobile, Volkswagen, c'était plutôt Das Auto. Mais depuis sa sortie de route avec le scandale des tests truqués, du côté du constructeur allemand, on l'affirme haut et fort. On a tous droit à une seconde chance dans la vie. Il faut dire que dès les années 60, Volkswagen décide de communiquer via l'humour et l'autodérision sur son sérieux et sa fiabilité. Dans ce film de 1964, la marque, qui n'a alors que 26 ans d'existence, met en scène sa célèbre coccinelle, cette petite voiture qui a tout d'une grande, voulue par Hitler et dont le design est signé Ferdinand Porsche. Have you ever wondered how the man who drives a snowplow drives to the snowplow? This one drives a Volkswagen. So you can stop wondering. Et ça marche. Après la coccinelle, qui sera vendue à plus de 22 millions d'exemplaires, à partir du milieu des années 70, c'est une pluie de modèles qui va s'abattre sur le marché. Résultat, Passat, Golf et autres polos se vendront à la chaîne, permettant à la marque de rouler vers le succès. Practical small car. And now, Volkswagen, famous for their great small cars, introduce a great big one. Pour communiquer, Volkswagen, qui a cassé les codes traditionnels, passe alors à la vitesse supérieure. Plusieurs centaines de films viendront ainsi rappeler au bon peuple le sérieux des voitures des ingénieurs allemands, des films destinés aux hommes, aux vrais, fiers de leur wagon ou plutôt de leur Volkswagen. Alors, ça c'est la clé du coffre. Très joli. Ça c'est la clé de la boîte à gants. Hein? Ça c'est la clé de contact. Oui. Ça c'est la clé pour l'essence. Et ça c'est la clé de chez moi. Bien. Alors ça, c'est la clé de ma maison de campagne, ça, c'est la clé de mon chalet à la montagne, ça, c'est la clé de mon appartement, ça, c'est la clé de mon coffre à la banque, et ça, c'est la clé de ma petite Volkswagen pour y aller. Hein? Comme à leurs femmes, pour lesquelles la marque se paye même le luxe de ne montrer aucune voiture. Tout le bocal, j'ai ramené. J'avais 20 ans, et c'était mon premier grand voyage. Chaque fois que je le regarde, je pense à lui. C'était un Touareg. Il était... Ouais. Ce sable, c'est le secret de mon cœur. Et si je voulais changer contre une Golf? Vous savez, la première fois, c'est jamais... Surtout dans le sable. Hein. Bref, aucun grain de sable, justement, ne vient enrayer cette belle mécanique. La preuve, même le plus gros des losers peut espérer voir le bout du tunnel, au volant de sa Golf, évidemment. Il a misé 1 million sur le noir, le rouge est sorti. Il a épousé une créature de rêve. Sa vie conjugale est un cauchemar. Il a acheté un cheval de course qui n'a jamais gagné. Mais il a une Golf. Mais l'automobile a mauvaise presse et à l'époque des pluies acides, Volkswagen veut changer son image et se met alors à communiquer sur son côté écologique, enfin sur le papier.
L'esprit Think Blue de Volkswagen, c'est réaliser un film au Big Bleu pour consommer le moins d'énergie possible. Mais en s'alliant avec le côté obscur de la force en truquant ses moteurs, Volkswagen met à mal des années de communication particulièrement bien huilées. Seul problème, plus encore que les consommateurs, la nature peut parfois se venger, ou plutôt se vidanger. Étienne est heureux. Ce matin, il s'est acheté une Golf Blue Motion. Il est heureux parce que c'est une très belle voiture. Mais il est surtout heureux parce qu'elle ne rejette que 99 grammes de CO2. Il se dit qu'ainsi il fait un petit geste pour la planète et qu'un jour tous ses efforts finiront par payer. La nature ne vous récompense pas toujours. Voilà pour la saga Volkswagen et ce scandale qui risque de laisser des traces en termes d'image. Le groupe va sans doute devoir réviser sa communication, peut-être même se faire oublier pendant quelques temps. De tout ça, on en parle dans un instant avec Arnaud Pochbonne, le directeur de Weber Shandwick France, et Laurent Alias, le cofondateur de l'agence Josiane. Restez sur BFM Business, on marque une pause. On se retrouve tout de suite pour la suite de Culture Pub. Comme tous les professionnels des métiers de service, vous passez tout votre temps à prendre soin des autres. Et vous, qui prend soin de vous? Clésia, complémentaire santé, prévoyance et retraite. Près d'un humain sur 4 possède le gène DRD47R, plus connu sous le nom de gène de l'aventure. Si c'est votre cas, vous serez plus audacieux, vous prendrez plus de risques et aurez parfois le besoin irrépressible d'explorer de nouveaux horizons. Bien sûr, il vous restera à trouver les outils pour mener à bien cette exploration. Nouveau Discovery Sport, l'aventure est dans notre ADN. Je m'appelle Nathalie, j'ai créé ma société en Bretagne. Nathalie, vous vendez des pièces détachées pour avions. C'est quoi le secret de votre réussite? Je pense que ça marche bien parce qu'on est motivé et passionné. On va se développer. Il faut de l'argent pour se développer. J'ai une banque. Moi, je considère que le Crédit Agricole fait partie de mon équipe, en fait. Donc pour vous, on n'est pas simplement une banque? Ah non, pour moi, ma banque, c'est aussi ma protection parce que quand on est gérant, on est tout seul. C'est quoi la prochaine étape? Doubler les effectifs sur l'année 2015. Aider chaque jour plus d'1 million d'entrepreneurs à franchir de nouveaux caps, ça sert à ça, une banque coopérative. BFM Business. Culture Pub avec Aurélie Blonde et Julien Mielcarec. De retour dans Culture Pub, on l'a découvert juste avant la pause, 60 ans de saga Volkswagen. Une saga stoppée aujourd'hui évidemment par ce scandale de trucage de tests anti-pollution. Alors comment repenser aujourd'hui la com de Volkswagen? On va en parler avec nous. Arnaud Pochbonne, vous êtes expert justement en com de crise, vous êtes le directeur de Weber Shandwick France. Et Laurent Alias, publicitaire, directeur de l'agence Josiane et les Chatons d'Or. Alors on l'a vu dans la saga, ce slogan évidemment Das Auto, pardon pour l'accent allemand, un slogan qui date de 2007. Est-ce que face à ce qui est en train de se passer, clairement ce slogan, il faut le jeter à la poubelle? Alors moi, très franchement, je pense qu'une des grandes conséquences de cette crise pour Volkswagen, c'est précisément une remise en question de leur marketing de ces 30 dernières années qui s'est construit sur le principe d'une marque intelligente, éthique, qui était basée sur la promesse d'une qualité, mais surtout une vraie responsabilité vis-à-vis de ses consommateurs. Et ce slogan était pleinement était merveilleux. Il permettait d'assumer, revendiquer une supériorité de la marque vis-à-vis des autres acteurs du marché. Est-ce qu'on tient bon? Est-ce qu'on repense la com en tenant bon et en ne changeant pas tout? Est-ce qu'on se dit il faut d'abord commencer par le slogan? Je pense qu'il va falloir que la marque travaille et aille vers plus d'humilité dans sa communication, avec la nécessité, de mon point de vue, qu'elle repense son slogan effectivement et revienne vers un slogan qui démontre cette humilité, qui soit moins dans la revendication d'une supériorité, ce qui semble aujourd'hui extrêmement difficile compte tenu de la crise que la marque traverse. Laurent Alias, vous partagez ce point de vue. Cette communication, elle doit être entièrement repensée aujourd'hui? C'est plus compliqué que ça. Depuis les années 50, depuis Bill Bernbach, la fin des années 50, donc ça fait plus de 60 ans, toute la communication de Volkswagen, et c'est un exemple, ça a posé les fondamentaux de la publicité contemporaine, ni plus ni moins, tout se repose sur une vérité.
une vérité produit d'un côté, mais aussi une vérité du côté du consommateur, du côté de la société. Chaque prise de parole de cette marque est quelque chose de vrai. C'est-à-dire qu'on lui faisait confiance, c'est ça? Exactement. Donc vu qu'on vous dit la vérité, vu on passe un beau moment, on s'amuse ensemble, mais on vous dit un vrai truc, un truc vrai qui va vous toucher au cœur et à la tête, vous pouvez avoir confiance en nous. Et en plus de ça, il y a la rigueur allemande, la qualité allemande, et ce qui fait qu'on ne peut qu'avoir confiance en cette marque. Et là, cette vérité publicitaire, elle devient mensonge. Mais alors là, il y a quand même, Volkswagen n'est pas attaqué vraiment sur ce qui fait sa réputation. Le groupe est attaqué sur des questions liées à l'écologie. Arnaud Pochbonne, est-ce que ça fait la différence dans l'esprit du consommateur? Est-ce que c'est si grave que ça? Alors, les conséquences pour commercial, on va les voir dans les mois qui suivent. Mais quand on regarde les différentes études, les différents commentaires d'acteurs du marché, on observe une chute de quasiment de 35% de la valeur boursière, une évaluation d'une perte de la valeur de la marque de 30%, et on s'attend à une baisse des ventes de 30%. La perception, voilà. Est-ce que vraiment les gens vont se dire ah ben ça veut dire que ma voiture n'est plus fiable, en gros? Le point, c'est que il porte sur l'origine de la crise, c'est-à-dire un mensonge. Sur une faute qui relève pas... Un mensonge aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis, où la notion de mensonge est une notion qui est encore plus grave qu'en Europe. Sauf l'Allemagne. Où l'Allemagne, le mensonge est très... Et le discours de vérité est très important. Le discours de vérité est très important. Aux États-Unis, on ne ment pas. On l'a vu avec l'affaire Clinton. On peut pas mentir. Donc là, Volkswagen est dans une situation qui est très compliquée pour la marque. Et en Allemagne, c'est pareil. Il y a tout un pan de l'économie allemande qui s'écroule, parce que Volkswagen est le fer de lance de l'économie allemande, et on voit même sur les réseaux sociaux des Allemands qui ne veulent plus entendre parler de Volkswagen. Mais toute l'économie allemande, tout le Made in Germany, vous voulez dire, c'est au-delà du secteur automobile? Là aujourd'hui, cette histoire, on voit qu'elle dilue sur au-delà de la marque, au-delà de l'automobile, et même au-delà de l'automobile, et même ça pose plein de questions sur toute l'industrie et sur tout ce qui va polluer. Une suspicion sur tout le monde. Exactement. Donc là, on voit pas mal de sujets ces derniers temps où les autres constructeurs automobiles sont aussi dans le collimateur. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle et le ministre des Transports allemand et le ministre de l'Économie allemand sont vent debout de façon à être encore plus exigeant, encore plus dur que n'importe quel autre pays, de façon à protéger l'industrie allemande dans ce qui est constitutif de son identité, c'est-à-dire cette qualité, cette fameuse qualité allemande. On évoquait l'impact du mensonge dans la société américaine. Souvent aux États-Unis, quand une personnalité dit une connerie ou ment, elle va faire son mea culpa, souvent sur les plateaux de télé. Je vais vous proposer de regarder une séquence. C'est la conférence de presse du PDG de Volkswagen, Martin Winterkorn. C'est avant qu'il ne démissionne, l'ex-PDG. Justement, c'est la session mea culpa. Les irrégularités dans les moteurs diesel de notre groupe vont à l'encontre de tout ce que représente Volkswagen. Je n'ai pas encore les réponses à toutes les questions, mais nous allons tout faire pour y répondre. Je vous donne ma parole que nous allons procéder avec la plus grande franchise et la plus grande transparence. Je suis infiniment désolé que nous ayons trahi la confiance. Je m'excuse profondément auprès de nos clients, des autorités et de l'opinion publique dans son ensemble pour cette faute. C'est la rigueur allemande, hein. Pas d'effet voilà, de com justement, c'est extrêmement clinique, on lui a beaucoup reproché. Vous lui metteriez quelle note sur cette performance? Je trouve ça très froid. Derrière, on est sur un fond, c'est même pas éclairé, c'est préparé évidemment, mais oui, on sent ce froid allemand. Et évidemment, il s'excuse. Après, le problème, il est profond, donc il va falloir faire couper des têtes, ce qui est déjà fait pour la sienne. Ça a été fait assez vite ou pas? Il a démissionné assez vite? Je pense que oui. Alors après, on a senti dans l'histoire qu'il s'est quand même back-upé derrière avant le. Il y a eu plusieurs étapes avant la démission. Exactement. En fait, ça a duré tout sur une semaine, mais avec plusieurs étapes. C'est une vraie faute. Pour vous, c'est une vraie faute de ne pas avoir démissionné immédiatement? Il aurait, en l'occurrence, oui. Parce qu'il y a un vrai problème dans cette crise. Il y a une faute originale qui est évidente, mais il y a trois postures en crise. Il y a l'entreprise victime qui subit une situation et qui pose un problème de confiance du consommateur vis-à-vis du produit ou du service qui lui est apporté. Il y a l'entreprise
coupable ou l'entreprise responsable. L'entreprise responsable étant non pas une entreprise qui n'a jamais de crise, mais une entreprise qui montre dans sa gestion de crise sa capacité à résoudre les problèmes. L'entreprise coupable, on l'a vu avec l'affaire Smanghero, mais on l'a vu aussi avec d'autres affaires, notamment dans les crises bancaires dans les années 2008 et au début des années 2009. C'est une entreprise qui est responsable et qui est à l'origine de la faute, et ce qui est impardonnable pour le consommateur parce qu'elle a triché et elle a menti. Et lorsqu'on est dans cette situation, une des solutions est elle passe par la nécessité de départ. Il faut qu'il y ait les responsables qui quittent l'entreprise. Il faut que ce soit rapide, parce que si ça n'est pas rapide, ce sont plus les hommes qui sont coupables, c'est la marque et l'entreprise qui devient responsable de la crise qu'elle traverse. Et il faut éviter évidemment que ce soit systémique. Alors, du coup, la question des indemnités de départ de ce président pose question. Ça, c'est un débat qui revient à chaque fois. Sur son message, sur l'extrait qu'on a vu, vous lui auriez conseillé quoi? De davantage fendre l'armure, de donner un petit peu plus de sentiments, peut-être? Ouais, un petit peu plus de sentiments. On sent qu'ils assument, ils s'excusent. C'est fort. Ils auraient pu essayer de noyer le poisson, ce qui aurait été une énorme connerie. Après, je pense que le but, et je crois que là c'est trop tard, c'est de contenir sur un groupuscule, une minorité de personnes, la faute, et de faire en sorte que ça ne vienne pas influencer toute la société et même finalement tous les constructeurs automobiles. Et là maintenant c'est trop tard, on est bien au-delà. C'est trop tard, pourquoi? Parce que la gestion de la crise, la com de crise, elle n'a pas été bonne selon vous? On est passé de la com de crise d'une marque à un débat de santé publique. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que pollution et environnement et santé étaient intrinsèquement liés. Quand on parlait des ours polaires, ça ne me touchait pas. Là, on est en train de parler de mes enfants, de mes proches. Donc là, ça commence à me toucher. Et là, ça devient un débat de santé publique et politique. Est-ce que vous ne croyez pas que, comme à chaque fois, le meilleur allié, c'est le temps et que finalement, on va vite passer à autre chose? En tout cas, ça peut être effectivement le cas. On sait que l'actualité chasse les actualités précédentes. Il n'empêche que ça va laisser des traces. Il y a des entreprises qui sont de façon indélébile marquées par des crises et qui font que les crises, ils auront à les subir toute leur vie parce que ça fait partie de l'histoire. Je pense que cette crise va avoir un impact fort et lourd pour Volkswagen, et comme toute crise, ça peut être une opportunité pour renaître et revenir avec quelque chose de nouveau, de différent. Mais comme on le disait en début de la discussion, la posture, le slogan actuel et le positionnement actuel, il va falloir le repenser. Justement, Arnaud Poschbonne, sur le positionnement actuel, vous pensez que Volkswagen doit communiquer, même avec quelque chose d'extrêmement factuel? On a pu lire cette semaine, le Canard enchaîné disait Volkswagen a annulé ses communications. En fait, ça a été démenti. Ils les ont décalées pour pas qu'on se retrouve dans des quotidiens nationaux avec un article sur la crise et une pub pour le dernier modèle. Est-ce que justement, une des façons d'en sortir, c'est pas de communiquer, justement? Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait qu'il y avait besoin de communiquer et d'être surprésent et aussi d'avoir beaucoup d'empathie vis-à-vis des consommateurs. C'était vrai pour la conférence du président de Volkswagen, mais c'est aussi vrai dans sa communication digitale. Aujourd'hui, lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on observe que les fans de la marque sont montés au créneau, se positionnent, tiennent un discours positif sur la marque, et en contrepartie, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de remerciement vis-à-vis des consommateurs. Donc là, il y a vraiment un problème. C'est plus qu'un manque d'empathie, c'est quasiment un comportement autistique. Alors Volkswagen, on l'avait dit, a toujours axé sa com sur la confiance. Le groupe avait justement lancé assez récemment, malheureusement, une campagne au mois de juin qui était basée sur le mensonge de ses concurrents avec un slogan: s'ils mentent à leurs enfants, imaginez ce qu'ils vous raconteront pour vous vendre des voitures. Je vous propose d'abord qu'on le regarde. Arrête. Arrête. Un seul coup de vent et tu restes bloqué comme ça toute ta vie. Le jeudi, c'est ouvert. Le vendredi, c'est ouvert. Le dimanche, c'est ouvert. Mais le samedi, parce que le dimanche, je ne peux pas y aller parce qu'on est chez mamie. Mais le samedi, ils sont tous fermés, les magasins de jouets, c'est comme ça. Si, c'est des frites. Vertes. Et c'est des frites, c'est vert, c'est des frites vertes. Parce que si tu travailles pas bien à l'école, eh ben maman, elle va aller en prison. À la cantine, on vous sert pas des frites vertes. Vous n'avez pas de frites vertes à la cantine. Ah ben voilà, elle est fatiguée, alors elle s'est endormie, la télé.
Volkswagen, das Auto. Voilà, beaucoup d'humour, hein, comme d'habitude, dans beaucoup de campagnes de publicité de Volkswagen. Laurent Alias, là, dans les mois qui viennent, l'humour, il va falloir le mettre un peu de côté? Oui, je pense que la marque peut pas assumer ce genre de discours. Là, on voit bien sur cet exemple, encore une fois, c'est drôle, mais il y a un vrai truc. C'est une vérité. On a tous vécu ces moments-là, on a tous dit à nos enfants fais attention, arrête ta grimace, sinon le vent qui va passer va faire que tu vas rester comme ça toute ta vie. Donc c'est un vrai truc, c'est un truc qui est profond, c'est l'insight. Il y a un autre exemple. Et ça, c'est très efficace d'ailleurs comme Oui, c'est très efficace parce que ça me touche, parce que c'est moi, c'est ma vie. Et cette marque-là a réussi à créer une vraie relation de proximité, de confiance, cela dit, mais aussi un ton connivant avec son public. Il y a un autre exemple aussi qui est super intéressant, c'est pendant un match de l'équipe de France, ils avaient fait exprès une faute dans leur nom, et après il y avait une pub qui disait « c'est pourtant facile de ne pas se tromper ». Et voilà, on y est. Vous pouvez avoir confiance en nous, c'est sûr, c'est la qualité allemande. Donc là, dans cette situation-là, on pourrait dire c'est pourtant facile de ne pas tromper. Arnaud, d'une façon générale, c'est impossible de mettre un peu d'humour dans une com de crise? Faut vraiment être très très bon. Faut vraiment être très bon. Il y a un moment. Le problème de l'humour, c'est que chacun la reçoit en fonction de ses propres critères. Et lorsque on a menti au consommateur, dire être sur le ton de la blague, je suis pas certain que ce soit une très bonne idée. Il y a la nécessité d'être sérieux, de revenir sur des fondamentaux. C'est pas le moment de rire. C'est le message qu'il faut faire passer en fait. Il faut démontrer la responsabilité de l'entreprise. Elle a des comptes à rendre à ses consommateurs, mais également à ses collaborateurs. Et on peut pas le faire sur le ton de l'humour. C'est juste impossible. Effectivement, plus largement, il va falloir repenser le ton, comme le disait Laurent. Depuis le début du scandale, hein, il y a eu beaucoup de parodies, de publicités Volkswagen détournées sur les réseaux sociaux. Une crise comme ça, à l'heure des réseaux sociaux, elle prend une autre dimension. Je dirais qu'il y a quelques dizaines d'années, on pouvait essayer de réussir à contenir la crise, et là, ça part un peu de partout. Les réseaux sociaux sont un amplificateur. Amplifie ce qui se passe dans la vraie vie. Ça n'a pas forcément changé les usages, ça a amplifié, ça a accéléré les flux, ce qui fait qu'en quelques secondes, un tweet peut faire chambouler une marque. Et sur l'histoire de l'humour, non, aujourd'hui, la marque ne peut pas la ramener, pas quand c'est aussi profond, pas quand c'est aussi structurel dans la marque. Ça fait 60 ans qu'ils disent ça. Tout s'écroule, le château de cartes tombe. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Se faire oublier pendant un temps et repenser? Là, je pense qu'il ne faut pas la ramener. Se faire oublier pendant plusieurs mois, repenser tout le message ensuite? Ouais, je pense, on la ramène pas, on s'excuse, on assume, on essaye de contenir. Là maintenant, les médias, les réseaux sociaux s'emparent du sujet, mais d'un point de vue sociétal. C'est bien plus large que Volkswagen. Donc la marque empathie, quand on parle de sujets de santé publique, au final, et c'est pas une com de crise traditionnelle, c'est bien plus profond. Quand je prends un exemple, quand La Redoute il y avait eu l'homme nu il y a quelques années, et que hop, on a activé la com de crise, là ils pouvaient répondre avec l'humour, et ils l'ont fait intelligemment. Voilà. Mais là, on ne peut pas. C'est trop structurel, trop profond pour pouvoir se le permettre. Arnaud Pochbonne, vous êtes d'accord? Profil bas, pour l'instant, c'est le conseil que vous pourriez donner? Profil bas, mais également une réflexion sur les communautés déjà constituées. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était assez frappant de voir qu'il y avait encore des fans, du moins des fans de la marque, qui étaient en soutien et qui soutenaient la marque en disant « on est avec vous, on vous soutient ». Et moi, je serais Volkswagen, je regarderais les communautés qui sont derrière pour en faire des ambassadeurs de la marque et surtout les associer à la reconstruction de l'entreprise pour rendre l'entreprise encore plus forte, ça me semble être un point important. Et on en a des précédents dans l'histoire de l'automobile, de rappels massifs, Honda, Toyota, on en a des groupes qui ont traversé, General Motors bien sûr, qui ont traversé des grosses crises. J'ai envie de dire, ils s'en sont tous remis, non? Oui, parce que c'était un problème technique, mais ce n'était pas un problème qui vient chambouler tout ce que nous raconte la marque depuis 60 ans. C'est un problème technique, ça peut arriver, on peut le comprendre, un problème technique, un problème technologique. Là, on nous a menti. C'est comme ça que le consommateur perçoit... alors, on nous a menti, peut-être que c'est qu'une seule petite partie de Volkswagen qui a fait que y a ce scandale qui a éclaté. Donc, mais ça, évidemment, vient influencer la marque. Une marque, c'est fragile. Une marque, c'est fragile, il faut la protéger. Et depuis 60 ans, ils ont ce ton, cette supériorité, et là, tout s'écroule. Bon, ben voilà, Volkswagen qui va devoir très vite repenser toute sa communication, se refaire une image. En attendant, les conséquences industrielles sont déjà là.
Les répercussions économiques du scandale Volkswagen, on en parle avec Mathieu Sévin, le spécialiste auto de BFM Business. Mathieu, évidemment, l'impact commercial, va être très important. Le premier, c'est tout simplement Volkswagen visait la première marche du podium sur l'ensemble de l'année. C'est raté, dommage. Ils vont repasser deuxième et c'est Toyota qui va s'imposer, qui va redevenir le numéro 1 mondial. Après, les répercussions vont être très différentes selon les marchés. Aux États-Unis, où Volkswagen avait de grandes ambitions, faut tout revoir parce que c'est perdu totalement pour le moment. En Chine, ça n'allait pas très fort avant le scandale. Eh bien, cette histoire du diesel truqué ne va pas relancer les affaires. Quant en Europe, eh bien, ça dépendra des marchés. En France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, ça devrait grosso modo bien aller. En revanche, dans les pays du nord de l'Europe, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Mathieu, il y a beaucoup de marques dans cette galaxie Volkswagen. Ouais. Est-ce qu'il y en a une d'entre elles qui va être davantage touchée? Moi, à mon avis, c'est Audi qui a le plus à perdre dans l'histoire. Parce que Audi a mis 30 ans à se construire une réputation de constructeur premium. Eh bien, avec ce scandale, ça va être très difficile de retrouver de la crédibilité auprès des automobilistes qui suivent ce genre de marque, où ils sont très exigeants. Donc, avant de pouvoir s'installer durablement sur ce marché, eh bien, Audi va devoir se racheter une conduite auprès des automobilistes. Mathieu, est-ce qu'on a déjà une idée des conséquences financières pour le groupe? Énorme. C'est pas un secret, c'est énorme. Rien que pour commencer, le groupe a déjà provisionné 6,5 milliards de dollars pour faire face aux premières dépenses. Il va falloir également financer le rappel des 11 millions de véhicules concernés. Il y a toutes les actions de groupe qui vont être menées aux États-Unis, mais également dans d'autres pays comme la France. Et puis, il ne faut pas oublier que ça va être très difficile pour le groupe Volkswagen de pouvoir se relancer durablement et de pouvoir faire de nouveau des profits après ce fiasco. On continuera à suivre cette affaire avec vous, bien sûr, Mathieu. Merci beaucoup. On va rester dans le secteur automobile, messieurs, avec quelques pubs mythiques qui ont marqué l'histoire de la publicité automobile. Et oui, plongé dans les années 80, on va parler des marques françaises après s'être attardé sur le cas du fleuron allemand Volkswagen. On va démarrer avec ce spot de 1985. Alors vous prenez tous les ingrédients d'une pub pour un parfum. Vous allez dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Une chanteuse mannequin, un slogan un peu énigmatique, mais le tout pour une voiture. Voilà, une pub plutôt agressive, Grace Jones qui fait la pub de la CX2. On se dit pas qu'il y a un décalage d'univers entre cette voiture et l'univers plutôt branché? La CX2 c'était branché à l'époque? En tout cas on essayait de la rendre branchée. Je venais de naître en 85, donc je me rappelle pas. Là on est en plein dans l'époque Séguéla. On commence... Pub réalisée par Jean-Paul Goude. Exactement. Ouais. Et là, on voit bien qu'il y a l'ambition. L'automobile, c'est sociétal, c'est au cœur de la société. Ça a bouleversé nos économies, nos sociétés ces 50 dernières années. Et là, on essaye de créer des ponts avec d'autres choses de la vie. C'est quoi, rendre glamour un objet presque rendre du glamour quotidien. Et puis avec un ton assez on dirait aujourd'hui what the fuck. Et là clairement on essaye au début on sent le parfum, mais après on monte la voiture et puis c'est assez barré quoi. Voilà. Arnaud Pochbonne, elle avait fait pas mal parler à l'époque. Cette publicité, elle avait été jugée agressive par certains. Est-ce qu'un tel spot aujourd'hui, ça serait envisageable? Non, je pense pas que ce soit un spot qui puisse, quoique, pourquoi pas, à la limite, on est en plein revival des années 80, donc on pourrait très bien imaginer un retour de ce type de spot. Faut voir à l'époque, pour le coup, moi j'étais un peu plus âgé, et à l'époque, Jean-Paul Goude, c'était une star.
c'était vraiment une énorme star en France. Grace Jones aussi. Et donc il y avait des codes qui étaient, c'était un spot qui voulait aussi être mettre la marque au cœur finalement d'un moment qui était qui célébrait la voiture, mais qui célébrait aussi une époque. Et je trouve que c'est pour ça aussi que ce film est iconique et un marqueur de cette époque-là. C'est que iconique. On n'avait pas encore eu notre premier mot de pubard dans cette émission. Allez, je peux vous dire appétant aussi. On va rester dans les années 80-87 exactement. Une publicité pour la 205 GTI de Peugeot. James Bond au volant d'une 205 poursuivi par un bombardier. Pour cette mission, il m'avait confié une arme plus étonnante que jamais. Son nom de code, 205 GTI. J'avais enfin trouvé la partenaire idéale. Peugeot 205 GTI, une sacrée GTI. Voilà, la 205 GTI, Laurent Alias, pub à campagne à gros budget, là. Oui, de toute façon, l'automobile sont les plus gros annonceurs en France et même dans tous les pays. Là, encore une fois, ça fait appel à l'intelligence collective. Beaucoup de codes du cinéma, des films d'action. Donc, essayer de créer des liens et se mettre à la croisée de la vie de tous les jours. Arnaud Pojman. On est quand même très très loin des émissions carbone et des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. C'est quand même daté et très marqué au carbone 14. Cette campagne, je pense qu'aujourd'hui, elle est complètement en décalage avec ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et finalement, je la trouve assez amusante parce que finalement, elle nous rappelle que les notions de développement durable ou de responsabilité sociale et environnementale des entreprises n'ont pas toujours été au cœur des préoccupations de nos dirigeants. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs. Arnaud Pojman, directeur de Weber Shandwick France. Merci, Laurent Alias, cofondateur de l'agence Josiane et les Chatons d'Or. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez évidemment tous ces spots sur le site culturepub.fr. À la semaine prochaine.